Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue au quatrième webinaire organisé par Tomo autour de la vie avec la maladie de Lyme. Cette fois-ci, une maladie qui est causée par la bactérie Borrelia et qui est transmise notamment par la morsure de tique. Bienvenue en particulier à nos intervenants. Julie, qui a 23 ans, qui est atteinte de la maladie de Lyme. Vous pouvez la suivre sur Instagram sur le compte Le Combat de Julie. Et bienvenue à Nathalie, qui représente l'association France Lyme, l'association de lutte contre les maladies vectorielles à tique. Alors avant de vous laisser la parole à toutes les deux, Julie et Nathalie, je vais me présenter Tomo et vous rappeler comment on va se dérouler cette heure qu'on va passer ensemble. Donc, je m'appelle Fanny, je suis journaliste santé et je suis ravie d'animer ce webinaire organisé par Tomo, une plateforme pour trouver un père aidant, autrement dit une personne qui a ou qui a eu la même maladie et qui peut nous accompagner dans la vie avec cette maladie. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Tomo et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé des actus, notamment des prochains webinaires sur d'autres pathologies. Sur le déroulé du webinaire, on va d'abord écouter Nathalie autour de France Lyme, puis Julie qui va nous parler de son parcours avec la maladie de Lyme, en particulier de l'errance diagnostique, du diagnostic en tant que tel et ensuite de la vie avec la maladie. Et puis pendant les 15 dernières minutes, de 18h45 à 19h environ, ça sera à vous, participantes, de prendre la parole pour réagir, poser vos questions, partager vos vécus. Et un point d'attention, l'idée, c'est pas de poser des questions d'ordre médical à proprement parler parce que nos intervenantes ne sont pas professionnelles de santé et ne seront pas en mesure d'y répondre. Et enfin, pensez à bien garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Et sachez que le webinaire est enregistré. Donc vous avez le choix de couper votre caméra ou de la laisser ouverte comme vous le souhaitez. Voilà, et puis sans plus tarder, je te laisse la parole, Nathalie. Si tu veux faire un partage d'écran, je t'en prie. Oui, tout à fait. Merci, Fanny. Alors, sélectionner celui-là. Alors, est-ce qu'il faut d'abord que je le mette en diaporama? Alors, comment est-ce que ça se paramètre? Ok, alors je vais faire plus simple. Je découvre, c'est la première fois que je le fais sur Google Meet. Maintenant, Ouais. tu as le bouton au milieu en bas, Present Now. Alors, dis-moi, est-ce que le partage se fait bien du diaporama ou pas? Yes, très bien. Ça Et là, fonctionne. on voit en entier ta diapo, c'est parfait. Nickel, c'est parfait, ça tombe bien. Donc, je me présente, moi je suis Nathalie, je suis bénévole dans l'asso depuis 2013. Bon, j'ai un parcours de malade de Lyme, de malade de maladie éthique et je me suis impliquée notamment parce que quand j'étais en Île-de-France, eh ben, je me suis aperçue que c'était le désarroi le plus total, aussi bien dans les informations détenues par les malades que par les bénévoles et qu'en fait, pour avoir des infos, valait mieux être au milieu du truc pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment faire avancer les choses, aussi bien personnellement, pour moi, trouver une prise en charge, mais aussi pour tout le monde, parce que finalement, c'est l'échange avec les autres malades et les autres bénévoles de l'association en Île-de-France qui m'a permis d'avancer et du coup de me diagnostiquer et du coup de trouver une prise en charge. Alors du coup, je vais présenter quelques infos sur la maladie et sur l'association. D'abord en France, actuellement, on est sur entre 50 000 et 60 000 cas officiels, suivant l'année sur laquelle on se base. Là, on ne parle que des cas aigus, puisque les infectiologues ne reconnaissent qu'une forme aiguë de maladie de Lyme. Et c'est bien le sujet d'ailleurs, puisque la maladie de Lyme est créée par la Borrelia burgdorferi, qui est une bactérie qui est donc transmise par la tique et qui a différentes formes de résistance. Mais la complexité de tout ça, c'est qu'on entre en chronicité, non pas parce qu'on porte uniquement Borrelia, mais parce qu'on a tout un chapelet de pathogènes qui sont transmis par la tique lorsqu'elle mord, et on a ce qu'on appelle le plus fréquemment les 3 B, donnés par le docteur Horowitz aux États-Unis, c'est-à-dire la borréliose, la bartonellose et la babésiose.
Qu'est-ce qui nous pique? Eh bien, une tique qui a différents stades. La plus petite s'appelle la larve, puis la nymphe, et après, on a les deux adultes, le papa et la maman. Une tique peut rester extrêmement longtemps sans manger, donc elle peut rester dans des vêtements lorsqu'on va se balader et qu'on rentre et qu'on ne les lave pas tout de suite. Donc c'est un point à surveiller. Elles peuvent aussi rester dans le canapé, elles peuvent rester dans un lit parce qu'elles vont être ramenées par les animaux de compagnie dans la maison. Et c'est extrêmement patient puisqu'elles peuvent attendre jusqu'à 1 an à 18 mois leur repas et leur cycle de vie global fait à peu près 3 ans. Ça mord normalement les animaux à sang chaud ou à sang froid, et l'humain n'est qu'un hôte intermédiaire et totalement exceptionnel, étant donné le nombre de tiques qui se nourrissent tous les jours sur les animaux. Il y a indéniablement une saisonnalité, c'est-à-dire que la saison des tiques commence au printemps. Il y a une diminution au mois d'août parce qu'il fait beaucoup plus chaud, et ensuite ça reprend à ce qu'on appelle un peu l'été indien. Les tiques sont effectivement le transmetteur majeur pour la maladie de Lyme, mais ce n'est pas le seul et l'unique parce qu'il y a aussi les puces, les tans et d'autres insectes qui transmettent, qui échangent du sang avec nous. Au niveau des symptômes, dans la phase aiguë, en haut à droite, il y a un superbe érythème migrant qui est bien théorique, c'est-à-dire qu'il est bien en cocarde avec une double cible. Ça, c'est une belle théorie, mais les érythèmes migrants sont rarement aussi caractéristiques. De plus, uniquement 50% des personnes qui ont une maladie de Lyme ont un érythème migrant, et toutes les autres pathogènes ne créent pas d'érythème migrant. Donc, on passe à côté d'énormément de gens qui sont infectés. Au niveau des bonnes pratiques, c'est se couvrir et s'habiller, notamment pour faire les activités nature. Et ensuite, le plus important, quels que soient les habits que l'on a portés avant, c'est s'inspecter et prendre une douche en rentrant pour permettre l'évacuation des tiques qui n'ont pas encore mordu. Et si on a été piqué, on prend une photo de la tique lorsqu'on l'a enchâssée dans la peau. On note très précisément dans le téléphone ou dans le carnet de santé la date de la morsure, et on garde la photo de façon indéfinie. Et ensuite, si on a un érythème migrant, on prend la photo et on la garde aussi de façon indéfinie. Et on va chez le médecin. L'association est une association de loi 1901 extrêmement classique qui a été créée en 2008 et qui est reconnue d'intérêt général. Elle est agréée par le ministère de la Santé et par France Santé cette année, ce qui en fait une association extrêmement légitime et qui lui permet d'être présente dans les organisations gouvernementales pour essayer de faire avancer les choses, notamment avec la HAS. Merci. Alors, arrêtez le partage d'écran. Voilà. Merci Nathalie pour cette présentation. Est-ce que tu veux compléter ou est-ce que tu t'arrêtes là? Non, je vais m'arrêter là parce que je pense que Julie va parler beaucoup des symptômes sur la forme chronique, et puis je pourrai intervenir s'il y a des choses à compléter, il n'y a pas de souci. Super. Alors Julie, je te laisse la parole, et ce que probablement les participants aimeraient comprendre, c'est les premiers symptômes que tu as eus, ce qui t'a alerté, les tout débuts en fait de ton parcours de soins. Alors, moi je dirais que tout a commencé en 2014, mais à bien y réfléchir, je pense que ça a commencé bien avant, quand j'étais déjà enfant. J'étais une enfant très fatiguée, souvent malade, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas, j'ai eu des entorses à répétition, quelqu'un de très grand, j'ai poussé très vite, donc disons que ça n'a peut-être pas forcément aidé, mais j'ai rencontré pas mal d'autres patients qui ont la maladie de Lyme qui ont les mêmes bizarreries. Juste, Julie, est-ce que tu peux essayer de placer ton micro près de ta bouche? Ça grésille un petit peu. Bien sûr. C'est mieux comme ça? C'est beaucoup mieux. Super, merci. Bon, alors je reprends. Donc je dirais que ça a commencé en 2014, mais je dirais même avant, parce que quand j'étais enfant, j'étais toujours fatiguée, j'avais toujours des problèmes, notamment des entorses à répétition, des infections urinaires à répétition, j'avais toujours mal au ventre. Enfin, j'étais déjà une enfant un peu fragile de base. Et en 2014, tout a commencé suite à la séparation assez brutale de mes parents.
Et on parle souvent d'un gros choc émotionnel qui déclenche les choses. Et ça a été mon cas. Je pense que la maladie était en dormance et que vraiment tout a explosé à ce moment-là. Moi, ça a commencé par une très grosse fatigue. Et même quelques mois avant que mes parents se séparent, j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup. Quand je suis rentrée au lycée, j'ai perdu une dizaine de kilos en quelques semaines, ce qui était complètement anormal. Et ensuite, j'ai eu très mal au dos en vacances et je suis allée plein de fois chez l'ostéopathe parce que je pensais que je m'étais déplacé un truc, parce que c'était mon truc aussi de me coincer des vertèbres, ce genre de choses. Et en fait, plus le temps passait, moins ça me soulageait. Et après, c'est devenu des crises de douleur aiguë dans le dos, à se retrouver en boule par terre. Et puis après, j'avais des espèces de traces rouges, des bleus, des plaques rouges qui apparaissaient presque comme une brûlure à l'endroit de la colonne. Puis après, très rapidement, ça s'est répandu dans tout le corps. J'ai commencé à avoir mal partout, dans les jambes, dans les bras, dans la nuque, le dos, les épaules, toutes les articulations y sont passées. Et puis toujours cette fatigue tellement intense que je dormais 20 heures par jour, grosso modo. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que tu as vu des médecins? Tu as fait des examens? Alors oui, j'ai vu en premier mon médecin traitant qui m'a fait faire plein d'examens, qui m'a cherché la polyarthrite, la spondylarthrite, enfin j'ai fait tous les examens et je crois même qu'à l'époque on m'a testé pour Lyme mais je le savais pas et de toute façon c'était revenu négatif. Après j'ai vu une rhumatologue qui était plus axée sur la spondylarthrite parce que mon père avait un psoriasis mais le test qu'on fait, le HLA-B27 est revenu négatif. Donc après, j'ai fini par me tourner vers un centre de prise en charge de la douleur, tout simplement. Et là, on m'a diagnostiqué une grosse fibromyalgie. Et donc, du coup, pendant 2 ans, j'ai eu un traitement classique, antidépresseur, antiépileptique, décontractant musculaire, anxiolytique, tout ça, à visée antalgique. Mais ça n'a strictement rien fait et j'ai très mal toléré ces traitements. Et comment t'en es venue au diagnostic de Lyme alors finalement? Alors en fait, j'ai découvert une association dans ma ville qui traitait à la base uniquement de la fibromyalgie et en fait en rencontrant la présidente, en entendant mon parcours parce qu'entre-temps les symptômes évoluaient, hein, j'en étais plus juste à la fatigue et aux douleurs partout, je commençais à avoir des gros problèmes de mémoire, de concentration, alors que moi j'avais une mémoire d'éléphant, je me souvenais de tous les anniversaires de tout le monde, là ça devenait vraiment assez inquiétant. Et en entendant mon parcours, elle m'a parlé de la maladie de Lyme et elle m'a conseillé un médecin en région parisienne pour voir si ça pouvait être ça, parce qu'elle aussi, elle avait eu le parcours fibromyalgie, tout ça, et au final, c'était pas ça. Et du coup, tu as fait quels examens pour confirmer le diagnostic de Lyme? Alors moi, c'est assez complexe. Comme le dit très bien Nathalie, beaucoup de gens n'ont pas d'érythème migrant. Moi, j'avais aucun souvenir de piqûre de tique à ce moment-là. J'ai été repiquée plus tard, mais pas avant les symptômes. Et en fait, j'ai été piquée par tellement d'insectes différents quand j'étais petite. J'ai fait tellement de réactions étranges cutanées que en fait, on ne sait pas. Mes parents n'ont aucun souvenir. J'ai été piquée par des puces, des aoutas, des tans, enfin par tout ce qui existe, je crois. Et du coup, aucun souvenir. Et en fait, tous mes tests sanguins pour Lyme sont négatifs encore aujourd'hui. Par contre, je suis positive à la Babesia et la Bartonella. Donc, il n'y a que comme ça. Bon, j'ai vu plusieurs médecins. Après, j'ai trouvé un médecin qui m'a suivi pendant 4 ans. Et il m'a dit qu'en fait, la Babesia et la Bartonella suffisent à confirmer que c'est la maladie de Lyme, plus le tableau clinique qui ne cessait d'évoluer entre-temps, évidemment. Donc voilà. Et à ce moment du diagnostic, tu as quel âge? Alors, à ce moment, quand je vois le tout premier médecin Lyme, on est en 2017. Donc, j'avais 18 ans. J'allais avoir 18 ans. 18 ans. Et, euh, et juste avant de voir ce médecin, je suis piquée justement auprès de mon cheval.
derrière l'oreille, je m'en souviens très bien. Et là, par contre, pendant une semaine, j'ai eu un état grippal, 39 de fièvre en plein mois de juin, chose complètement inhabituelle, mais aucun érythème migrant. Et un mois après ça, j'ai déclaré les premiers symptômes cardiaques. Cardiaque. Oui. Ok, tu peux nous en parler un peu? Alors, les symptômes cardiaques, c'est tout simplement de la tachycardie sinusale qui a été diagnostiquée par un cardiologue. On a fait toute une exploration pour vérifier qu'il n'y avait pas autre chose et il n'a rien trouvé d'autre. Donc, en gros, on a vu par un examen que j'ai des pics à 170 et je redescends à 60 en quelques secondes. Donc, c'est rien de grave, mais c'est hyper handicapant, c'est essoufflant, c'est épuisant. Ok. Est-ce que, donc à 18 ans, est-ce que tu pouvais toujours aller au lycée, avoir un parcours scolaire ou quelle était ta situation? Alors, dès le départ, quand les symptômes ont commencé, j'étais en fin seconde. Et donc, ma première et ma terminale, ça a été très compliqué. J'ai quand même eu mon bac avec mention assez bien. Mais je ratais énormément les cours. Je passais mes journées aux urgences. Je passais des semaines alitées à la maison. Donc, c'était très compliqué. Et en fait, après ça, donc après mon bac, j'ai tenté une double licence en histoire allemand à la Sorbonne. Et en fait, j'ai tenu 3 mois parce que du coup, j'étais hospitalisée, j'allais aux urgences, etc. Donc ça, c'était en 2016. Et donc là, on est vraiment sur juste après, en fait, entre les deux. Où là, je suis diagnostiquée, j'ai les premiers traitements et à la rentrée, je retente une licence, mais que en histoire pour m'alléger un peu, quoi. Mais évidemment, ça marche pas. Je tiens 3 mois aussi. Et en fait, depuis tout ce temps-là, j'ai rien validé, en fait. J'ai validé aucune année. J'ai encore raté cette année-là. Parce qu'à chaque fois, c'est trop compliqué. Je suis hospitalisée, j'ai une rechute. Enfin, c'est un peu la cata, quoi. Et émotionnellement, à l'intérieur de toi, comment ça s'est passé jusqu'au diagnostic? C'était très compliqué, évidemment, parce que mon entourage était dépassé, en fait. Je pense qu'il y avait tout ce qui était séparation de mes parents, tout ça. C'était très compliqué à gérer dans la famille. Et moi, en fait, personne ne comprenait ce que j'avais. Évidemment, on pensait que c'était psychologique au départ. Il y a plein de médecins qui m'ont dit que c'était dans ma tête, tout ça, que j'étais juste dépressive. J'ai même fait une dépression en fait au bout d'un moment parce que je pense qu'au bout d'un moment on n'est plus capable en fait de gérer, mais, euh, mais la maladie était bel et bien là. C'est juste qu'en fait j'en pouvais plus d'entendre que c'était dans ma tête. Au bout d'un moment on s'auto-persuade que c'est dans la tête, mais en même temps on comprend pas ce qui nous arrive et c'est terrible parce qu'en face de nous on a une incompréhension totale alors que nous on est dans une souffrance extrême. Donc du coup, j'étais vraiment très mal. Et après ça, j'ai eu un côté plus combatif un peu. Je suis rentrée dans le combat et là, j'ai tapé à toutes les portes que j'ai pu en fait pour trouver un médecin. Et comment tu as réussi à trouver ces médecins? Tu as parlé de médecin Lyme, de doc Lyme tout à l'heure. Alors, le premier médecin Lyme, c'est la présidente de l'association, du coup, qui me l'a donné. Bon, après, le suivi n'était pas terrible, donc j'ai changé. Et en fait, c'est par du bouche à oreille, par des groupes sur Facebook, notamment par des groupes sur Facebook de malades, d'associations aussi. Après, je me suis tournée pas vers France Lyme, mais vers une autre association qui m'a donné des noms de médecins. Et c'est vraiment dans la communauté de malades qu'on trouve, parce que tout seul, c'est impossible. Ils sont bien cachés. Et c'est quoi ce doc Lyme? Excuse-moi, ça a un peu bugué. Enfin, C'est saccadé là. est-ce que- Non, là, ça saccade, j'entends pas bien. Je sais pas si c'est moi. Je sais pas, parfois ça marche pas bien de mon côté. Ah, ça y est, Je là, te demandais, c'est. je te demandais ce que c'était un médecin Lyme ou un doc Lyme. Bah, c'est un médecin qui prend en charge la maladie de Lyme, tout simplement, qui n'est pas forcément infectiologue, mais ce sont des médecins qui se sont intéressés à la maladie, qui l'ont beaucoup étudiée et qui acceptent de nous prendre en charge.
D'accord. Et s'ils ne sont pas infectiologues, c'est quoi leur spécialité? Alors, il y en a qui sont médecins généralistes. Mon médecin qui m'a suivi pendant 4 ans, il était interniste dans une clinique et il a ouvert un service spécifique à ça. Et c'est tout. Moi, j'ai vu que des médecins généralistes ou en hôpitaux, mais jamais d'infectiologues. D'accord. Euh, j'ai l'impression également, je fais un petit temps hein, sur cette partie d'errance diagnostique parce que je trouve que c'est très intéressant de s'y arrêter et c'est important, je pense, pour les participants qui sont eux aussi parfois concernés par l'errance diagnostique. Euh, la fibromyalgie est souvent confondue avec la maladie de Lyme. Oui. Ouais. Tu peux Ouais. nous expliquer ce que c'est la fibromyalgie? Alors, la fibromyalgie, c'est un syndrome douloureux. En gros, c'est un peu le système de la douleur qui a un problème. On devient hypersensible à des choses auxquelles on ne devrait pas parce que le système nerveux a un problème et il réagit trop en cas de petits stimuli. Enfin, il y a des gens qui ont une hyperalgie, de la dodynie, tout ça, c'est des douleurs vraiment exacerbées quand on les frôle, quand on les touche ou juste d'avoir des vêtements sur soi. Ça déclenche des douleurs horribles qui n'ont pas lieu d'être. Ça donne une fatigue chronique, évidemment. Après, ça donne plein d'autres symptômes, mais je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas médecin et c'est aussi parce que moi, à ce moment-là, je n'avais que ce genre de symptômes. Mais dans ce que je vois, des fois, je vois des listes de symptômes de la fibromyalgie que je ne connaissais pas. Et je me dis, mais en fait, c'est exactement le même tableau clinique que la maladie de Lyme, à peu de choses près. Donc, des fois, je suis un peu perdue aussi. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, par rapport à ta question sur les maladies qui sont souvent diagnostiquées à la place ou à tort ou à raison par rapport aux maladies éthiques, il y a beaucoup tous les désordres psychiatriques. Donc, je mets la dépression en premier hein, parce que c'est une maladie qui masque beaucoup tout le reste, mais il y a aussi tout ce qui est schizophrénie, etc. Et ensuite, il y a tous les désordres rhumatismaux, dans ce qu'on met comme polyarthrite rhumatoïde. Il y a la lupus aussi, il y a la sclérose en plaques aussi qui est souvent mal diagnostiquée. Voilà. Merci de ces infos. Euh, donc, qu'est-ce que ça te fait, Julie, le jour où tu entends ce diagnostic de la maladie de Lyme de la part d'un médecin? Euh, D'un côté, je suis soulagée parce qu'entre-temps, on parle de 4 ans d'errance médicale quand même s'il y a des gens, c'est 20, 30 ans. Je m'estime encore chanceuse, même si ça a été vraiment très compliqué. Et en fait, bah, vu qu'on m'avait parlé de la maladie de Lyme, je me suis déjà beaucoup renseignée. Donc, je suis déjà pas mal persuadée que c'est ça, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. On a fait tous les examens possibles et inimaginables. Mon autre médecin, après que j'ai rencontré, qui m'a diagnostiqué, il m'a refait faire toute une batterie d'examens qui n'avaient même pas été faits par d'autres médecins. C'est là aussi que j'en ai voulu le médecin, c'est qu'on me disait c'est dans votre tête, mais en fait, on ne cherchait pas à côté. On ne cherchait pas, par exemple, la sclérose en plaques, par exemple, où on a juste cherché avec les bilans sanguins, la polyarthrite, la spondylarthrite, mais on s'arrêtait là. Donc, ça m'a beaucoup énervée. Et donc, du coup, j'ai été soulagée. D'un côté, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je suis pas folle, il y a vraiment quelque chose et c'est vraiment ça. Après, j'ai eu peur parce que ben, quand on voit ce que c'est comme maladie, quand on entend les témoignages, ça rassure pas du tout. Et surtout quand on voit la mauvaise prise en charge en France, à quel point les médecins n'y croient pas, surtout au stade chronique, malheureusement. C'est encore très très controversé. Et je remercie les associations d'essayer de faire bouger les choses parce que c'est vraiment une catastrophe. Et puis en même temps, j'ai eu un problème de légitimité que j'ai eu pendant très longtemps parce que mon test n'était pas positif. J'avais les co-infections, mais la maladie de Lyme était négative, donc je me disais, mince, je ne me sens pas légitime. C'était un sentiment vraiment difficile à gérer.
Parce que la maladie de Lyme, on l'associe vraiment à la bactérie Borrelia. On l'associe Oui, pas aux autres, la Babé, j'ai pas le nom. la Babesia et la Bartonella. D'accord. Ces deux-là ne sont pas synonymes de maladie de Lyme. Si, en fait, comme l'a très bien dit Nathalie, on l'attrape avec la morsure de tique. La tique Hmm. nous transmet plein de pathogènes, sauf qu'il y a encore plein de médecins qui ne le prennent pas en compte. Enfin, ça commence à bouger, mais on parlerait plus de syndrome post-piqûre de tique que maladie de Lyme dans ce cas-là. Enfin, c'est encore un peu flou, même au niveau des législations. Et malheureusement, on passe à côté. Et en fait, quand on a la maladie de Lyme, on a aussi les co-infections. Et traiter la Hmm. maladie comme les co-infections, c'est aussi important parce que si on ne traite pas l'un, on ne se sort pas avec l'autre. Parce qu'elles se liguent un peu toutes en même temps contre nous et c'est une galère pour s'en débarrasser. Nathalie, tu veux compléter? Oui, le sujet maladie de Lyme, maladie attique, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise le terme maladie attique en permanence pour englober tous les pathogènes transmis par la tique lorsqu'elle mord ou possiblement qu'elle peut transmettre, parce qu'effectivement, ça dépend à qui on s'adresse. Si on parle avec un infectiologue ou un médecin, il ne va considérer la maladie de Lyme que sous le format borréliose de Lyme, donc un seul pathogène avec Borrelia. Si on parle avec un médecin Lyme, il va utiliser le terme borréliose et ensuite la déclinaison vers la bartonellose, la babésiose, etc. Donc tous les termes précis pour être clair sur ce qu'il cherche et sur ce qu'il traite. Et effectivement, quand on parle avec des malades, on rassemble tout ça dans le même pot et du coup, on utilise le terme maladie de Lyme pour tout. Ce qui est compliqué parce que du coup, des gens qui arrivent dans le sujet ne comprennent pas que le terme maladie de Lyme est galvaudé et qu'il est mal utilisé. Et donc, au début, ils se croient qu'on ne parle que d'un seul pathogène, donc ils ne comprennent pas trop les mécanismes de pourquoi on parle de plusieurs après. Et c'est tout un système d'explication qu'ils découvrent au cours du temps et que du coup, il y a beaucoup de mésententes avec les médecins. Alors, même pas les infectiologues, hein, parce que quand ils arrivent jusqu'à un infectiologue, c'est déjà extrêmement compliqué, mais juste avec le médecin généraliste, du coup, ils ne parlent pas de la même chose et ça met beaucoup de mésententes entre eux et c'est extrêmement compliqué après de récupérer les choses et de remettre tout à l'endroit, je vais dire ça comme ça. Oui, donc Voilà. problème de terminologie, de vocabulaire pour savoir exactement de quoi on parle. Ouais. C'est ce que j'entends. Ok. Donc, pour revenir sur le diagnostic, Julie, tu es à la fois soulagée, tu t'en doutais parce que tu avais fait beaucoup de recherches. En même temps, ça génère de la peur parce que tu t'es documentée, du coup, tu sais un peu à quoi t'attendre et tu sais que la prise en charge n'est pas encore optimale. Et tu te sens pas légitime aussi euh, pour cette cause-là de bilan sanguin qui ne ressort pas positif à Lyme. Euh, Comment est-ce que ton entourage réagit? Euh, Alors, il faut savoir que depuis la séparation de mes parents, j'ai des relations très compliquées avec mon père. D'abord pour la séparation, mais après, c'est tout ce qui a découlé de mes problèmes de santé. Et encore aujourd'hui, c'est pas simple parce que je pense qu'il y a peut-être une sorte de culpabilité et qu'il pense que je suis tombée malade suite à la séparation, donc il est un peu responsable, alors qu'en soi, ça a juste été un déclencheur. Euh, et donc, du coup, d'un côté, j'ai ma mère qui commence à réaliser, surtout quand elle s'est retrouvée face au médecin et que le médecin lui a expliqué concrètement que ça allait pas être simple, que j'étais à un stade quand même assez avancé, etc. Et qu'il a vraiment pris le temps de lui expliquer ce qui se passait. Là, j'ai vu que ma mère commençait à comprendre. Parce que depuis tout ce temps-là, avec le parcours fibro et tout, elle était quand même beaucoup plus compréhensive, mais disons que elle était dans le flou, comme moi, donc elle savait pas trop comment réagir. Et donc, du coup, là, elle s'est dit, bon, ok, là, il y a vraiment un vrai problème de santé, et du coup, ben, on va le gérer. Mes grands-parents, ça a mis un peu plus de temps, et mon père, ben, en fait, sa compagne s'est renseignée auprès de neurologues, elle a parlé de la maladie de Lyme, et ils lui ont dit que non, c'était pas possible, que ça n'existait pas, tout ça, donc ça a rendu vraiment, ça a compliqué les choses encore plus, quoi.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de ton entourage, peut-être des amis ou des connaissances, chez qui il y a eu des réactions en particulier? Alors à l'époque, il y a eu mon copain actuel, on était ensemble depuis vraiment pas longtemps. Et il a toujours été d'un soutien incroyable encore aujourd'hui, mais au début, il n'a pas bien vécu. Parce qu'en fait, au début, dès le départ, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, voilà, voilà dans quoi tu t'embarques. Voilà ce que c'est ma vie. Euh, et je pense qu'au début, il ne se rendait pas compte euh, de l'ampleur que ça prenait, surtout à l'époque, parce que c'est vraiment là que ça a commencé à vraiment beaucoup plus dégénérer. Disons que jusque-là, j'avais que des douleurs partout et une fatigue chronique, mais là, vraiment, je commence à avoir des problèmes neurologiques, cardiaques et compagnie qui s'accumulaient. Donc ça devenait vraiment difficile. Je prenais de la morphine quotidiennement, j'étais hospitalisée très souvent, tout ça. Et en même temps, je pense qu'il a aussi été soulagé. Et ça l'a poussé aussi à se renseigner. Parce qu'au début, il ne voulait pas trop se renseigner. Je pense qu'il y avait un peu une peur de... Peut-être un petit déni aussi, je ne sais pas trop. Ok. Je te propose de passer du coup à l'après-diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pu bénéficier de traitements? Comment est-ce que tu vis des symptômes aujourd'hui? Est-ce qu'ils continuent d'évoluer? Voilà, par qui es-tu suivi? À quelle fréquence? Alors, suite au diagnostic, j'ai donc été suivie par ce médecin pendant quasiment 4 ans, parce que j'ai changé récemment pour d'autres raisons. J'ai eu donc 2 ans d'antibiothérapie très lourde, tous les mois, et j'ai mis plus d'un an à commencer à ressentir des effets vraiment bénéfiques, pour dire que c'est vraiment très compliqué à soigner, surtout quand on est à un stade chronique comme ça. Ensuite, on a fait une petite pause très courte l'été, et là, j'ai eu une rechute, vraiment une des pires, enfin, la première d'une longue série, où là, je me suis retrouvée avec une paralysie faciale, la jambe droite complètement engourdie, à plus pouvoir marcher correctement. J'ai boité pendant 6 mois, donc là, on est passé à des antibiothérapies beaucoup plus lourdes par perfusion, avec aussi des traitements antipaludéens, parce que la babésia, ça se traite aussi par les mêmes médicaments contre le paludisme, pour faire très simple. Et donc, suite à ça, ça a quand même fonctionné, même si ça a mis du temps. Et j'ai eu 2 ans de quasi-rémission. J'avais toujours des symptômes à bas bruit, très minimes, qui étaient complètement gérables au quotidien, même si j'étais toujours très fatiguée. Ça, la fatigue, ça me poursuit. Entre-temps, j'ai l'endométriose qui a pointé le bout de son nez. Donc, disons que pendant les 2 ans où ça allait mieux pour Lyme, j'étais en train de me battre pour l'endométriose. Donc, disons que j'arrête jamais. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que j'aurais pas pu gérer les deux en même temps. Après l'endométriose, j'ai fait opérer, etc. Et là, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que depuis le mois de novembre, j'ai rechuté très brutalement, de manière complètement inattendue. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et là, en fait, c'est pire qu'avant. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant pendant 3 mois. Donc, les mêmes symptômes, hein, paralysie faciale euh, et la jambe qui ne fonctionne plus, mais là, vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc, ce qui a fait que je ne pouvais plus du tout marcher. J'ai été hospitalisée pendant plus d'un mois en centre de rééducation. J'avais le pied complètement tordu. Enfin, une catastrophe. Et donc, la rééducation m'a fait beaucoup de bien. Mais mon médecin n'a pas voulu me mettre de traitement, donc 10 jours après, j'ai rechuté. Et donc là, je suis en plein protocole. J'ai encore eu des perfusions il y a 3 semaines. Et donc là, je prends un traitement. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, c'est un peu la galère. Et les traitements dont tu parles, à chaque fois, c'est de l'antibiothérapie? Oui. Ouais, ok. Ok, et tu prends des antalgiques quotidiennement? Non, en fait, suite aux perfusions en 2019, donc la première fois où j'ai vraiment eu les gros problèmes neurologiques, ça m'a retiré 80% de mes douleurs. En fait, clairement, ça a eu un effet miraculeux sur moi. Ça a calmé mes problèmes cardiaques pendant un temps, tous les problèmes neurologiques, enfin, tout s'est vraiment calmé. Et les douleurs, je touche du bois, même si j'en ai.
ne sont pas revenues aussi fortes qu'avant. Donc en fait, je gère mes douleurs au quotidien sans rien. Et je pense aussi qu'à force, on devient résistant à la douleur, ce qui n'est pas forcément non plus mieux, parce qu'on peut passer à côté de choses plus graves parfois. Euh, je pense que j'ai appris aussi à gérer. Et puis en même temps, avec l'endométriose, j'ai aussi eu des douleurs tellement extrêmes euh, qu'il n'y a que en cas de grosse crise d'endométriose que je suis amenée à prendre des antalgiques, mais sinon, ça va. J'arrive à gérer toute seule. Je sais faire des étirements, de mettre de la glace, voilà, des choses simples. Et pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent avant la partie des questions, est-ce que tu peux nous parler de ta communauté Instagram, des raisons qui t'ont poussé à ouvrir ce compte, de ce qu'on appelle la paire aidance, l'entraide entre pairs, euh, des, euh, des bénéfices que tu as pu tirer de la rencontre avec d'autres malades. Tu parlais des assos, tu parlais des groupes Facebook, du rôle que tu souhaites jouer toi aujourd'hui auprès d'autres malades. Comment ça s'organise tout ça et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, j'ai créé ce compte en 2000, je sais plus, il y a quelques années déjà. Au tout départ, parce que j'étais dans l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a évolué, qui ne faisait plus que la fibromyalgie, mais un peu toutes les maladies chroniques. Et on a fait un forum du handicap invisible en fait dans ma ville. Et donc du coup, j'étais chargée de créer un compte Instagram pour faire connaître l'association aux personnes qui sont à côté, pour faire la publicité du forum, etc. Et en même temps, témoigner aussi un peu de mon parcours pour les gens qui sont à la recherche de réponses, d'aide, d'écoute, etc. Puis ensuite, j'ai quitté l'association pour des raisons personnelles parce que ça s'est pas très bien passé. Et du coup, j'ai décidé Enfin, ça m'embêtait en fait de supprimer le compte. Je me suis dit, c'est dommage. Moi, à l'époque, quand j'ai été diagnostiquée, que j'étais complètement perdue, à part les forums d'association, tout ça, il n'y avait pas grand-chose en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, mais moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui partage en fait son parcours et me reconnaître dans ce qu'il vit, être un peu rassurée aussi, peut-être, me sentir comprise, tout ça. Donc, je me suis dit, bah non, je vais pas le supprimer, mon compte, je vais en faire autre chose. Et donc, du coup, j'ai décidé de partager tout mon quotidien. C'était un exercice aussi, un peu un défi à la base, parce que j'ai pas confiance en moi du tout. Enfin, je me suis un peu challengée. Et finalement, ça a donné quelque chose de vachement sympa. Donc, ça m'a beaucoup apporté à moi. Ça a été aussi une thérapie. Et puis en même temps, j'ai à cœur d'aider les gens. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages parce qu'ils sont en pleine errance diagnostique et qu'ils pensent que effectivement les symptômes collent à la maladie de Lyme ou ils sont complètement perdus parce que ils trouvent pas de médecin ou ce genre de choses. Donc j'aide avec grand plaisir parce que je trouve ça important. Il y a aussi beaucoup de personnes dont je suis passée en dehors du virtuel. Il y a des personnes qui sont vraiment dans ma vie aujourd'hui, avec qui je suis amie. Il y en a d'autres, on est toujours sur Instagram en virtuel parce qu'on est loin, mais j'ai des contacts quotidiens avec plein de personnes et c'est super. Et dans les moments aussi, parce que j'ai l'air comme ça, on me le dit souvent, que j'ai l'air combative, super forte, que limite tout est facile à me voir comme ça parce que je surmonte plein de choses, mais c'est pas forcément vrai. Et du coup, dans les moments de moins bien aussi, ça me fait du bien d'avoir des personnes à qui parler tout simplement, qui vivent la même chose, qui ont les mêmes doutes, ce genre de choses. C'est donnant-donnant comme relation. Oui. Et quel conseil est-ce que tu aimerais donner à des personnes soit en errance diagnostique, soit qui ont eu leur diag et qui comprennent qu'elles devront vivre toute leur vie avec cette maladie de Lyme? Alors, pour les personnes en errance de diagnostic, je leur dirais de croire en elles. Parce que malheureusement, dans ce genre de parcours, on est souvent confronté à des médecins qui n'en croient pas, qui minimisent ce qu'on vit.
et qui finissent par nous mettre le doute. Et du coup, après, on se met à douter de nous-mêmes et on pense vraiment qu'on a un problème psychiatrique. Je dis pas que dans tous les cas, c'est pas forcément le cas, hein. Les pathologies psychiatriques existent aussi, mais je connais beaucoup trop de personnes qui sont passées par là. Et, euh, et c'est une souffrance infinie qui se rajoute en fait déjà à notre parcours du combattant. Et donc, croyez en vous. Vous savez, vous êtes maître de votre corps, vous savez ce qui se passe dedans et vous pouvez savoir qu'il y a un problème en fait. Ensuite, les personnes qui viennent d'être diagnostiquées, déjà, je vous dis bon courage. Je sais que c'est pas facile et que c'est un long chemin. Je dirais pas vers l'acceptation parce que je pense qu'on n'accepte jamais vraiment à 100%, mais il faut garder espoir. C'est peut-être bête à dire, mais il faut surtout pas baisser les bras. Il y a des solutions qui existent, même si elles sont pas toujours faciles à obtenir. Par exemple, il y a des malades qui sont tellement mal pris en charge en France ou qui n'ont tellement plus de solutions qui se tournent vers l'Allemagne, vers les États-Unis, tout ça. Et c'est terrible parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à vous rapprocher de personnes comme vous qui ont la même pathologie, donc sur les forums. N'hésitez pas à contacter les associations aussi qui font un travail formidable et qui peuvent vous aider, notamment vous orienter vers un médecin compétent. N'hésitez pas à essayer de trouver des personnes, par exemple sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il y a des communautés maintenant qui ont fleuri comme ça ces dernières années. C'est génial. Donc, il y a des malades qui sont comme vous et vous trouverez, ça, c'est pas un problème. Et j'en connais pas mal. Je pourrais vous aider. Et aussi, entourez-vous faites-vous un entourage hyper positif. Bannissez les personnes toxiques de votre vie. Parce que vous n'avez pas le temps pour ça, vous n'avez pas l'énergie. Merci pour ces conseils. Je vois quelques réactions sur les vidéos. Ça a l'air de parler. Et donc, je rappelle, ton compte Instagram, c'est le combat de Julie. Merci pour ces témoignages. On va passer à la partie questions dans les 10 minutes qui nous restent. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole directement, soit à poser une question dans le chat. Julie et Nathalie sont là pour vous répondre, soit pour réagir, pour partager quelque chose, poser une question. Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas comment ça marche. Oui, on vous écoute. Je m'appelle Marie-Françoise Bonamour, j'ai 71 ans. J'ai été diagnostiquée il y a 1 an. Et en fait, c'est une maladie que j'avais depuis sans doute plus de 10 ans. J'avais une main rouge qui me faisait extrêmement mal. Chaque fois que je la présentais à un docteur, je ne savais pas ce que c'était. Et l'an dernier, il y a un dermato qui m'a dit, c'est peut-être la maladie de Lyme. J'avais des problèmes de muscles, enfin, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'était mobilité. difficile. J'arrivais plus à faire de la gym alors que j'adore ça, etc. Et j'en ai parlé un peu autour de moi. Je suis allée voir le spécialiste à Saint-Étienne qui m'a dit, mais vous inquiétez pas, ça ne touche que la peau, c'est pas grave. Enfin bon, moi je sentais bien que c'était pas terrible. Et j'ai eu la chance de trouver une jeune femme qui venait de se faire guérir par la biorésonance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'étais pas au début. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Donc, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec cette personne, il y a 6 mois. Et elle m'a dit: «Vous êtes infestée, mais infestée de borréliose». C'est énorme. J'avais fait un traitement de 1 mois d'antibiotiques, qui n'a rien donné du tout puisque au bout de 10-12 ans, vous pensez bien que la borrélia, elle était trop large, enfin trop importante. Et je suis guérie. En 5 séances, j'ai été guérie. Elle m'a vraiment fait des séances très, très fortes et je n'ai plus de borrélia. Elle m'a dit: «Vous avez plus de borrélia, c'est plus la peine de venir, vous êtes, guérie». J'ai les jambes sans repos et elle me dit: «Mais les jambes sans repos sont généralement liées à la maladie de Lyme», ce que je ne savais pas. Et c'est vrai que ça fait plus de 12 ans que j'ai les jambes sans repos. Elle m'a dit: «C'est certainement ensemble».
Donc la dernière fois, donc c'était il y a une semaine, elle m'a fait un traitement très important sur les jambes sans repos, qu'elle le voyait très bien dans sa machine. Voilà, et donc ça fait une semaine et là, je refais de la gymnastique. Je n'ai plus, j'ai très très peu de jambes sans repos. Donc voilà, moi j'estime que je suis guérie. C'est peut-être difficile à entendre pour certaines, mais personnellement, je pense que je suis guérie et que je me sens sur le plan mental beaucoup plus avoir envie de faire les choses. Donc voilà, la personne qui me fait élaborer la biorésonance, c'est une ancienne infirmière qui ne pouvait plus marcher à cause de la maladie de Lyme. Elle était complètement HS. Et elle a entendu parler de ça, elle a été guérie et du coup, elle ne fait que ça. Elle a arrêté d'être infirmière et elle fait que des séances de borréliose, de biorésonance. Et elle me dit, je commence à avoir des médecins qui viennent se faire soigner, ce qui est extraordinaire. Voilà, Merci pour ton témoignage. Voilà, merci. Bonjour, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, Bon. on t'écoute, Julie. Moi, je m'appelle Julie, j'ai 28 ans. C'est marrant parce que j'ai eu un petit peu le même parcours que Julie. J'ai de l'endométriose également. Là, donc, ça fait 7 mois maintenant que je suis sous antibiothérapie, trithérapie même exactement. Et là, j'envisage en fait, moi, de passer sous phytothérapie. Et j'aurais bien aimé avoir un petit peu vos retours et puis vos indications par rapport à ça, parce que c'est vrai que je suis un petit peu perdue, on va dire. Eh ben, je vais répondre. Puis je te laisse parler, Julie. En phytothérapie, oui, ça va marcher. Si le protocole est suffisamment bien formé, créé, avec une diversité de molécules suffisante, et en fait, passer en phytothérapie, ça a tout un intérêt, c'est qu'effectivement, on évite les antibiotiques antiparasitaires, antifongiques, antiviraux, parce que pour que le protocole fonctionne, c'est rarement une seule classe de produits qu'il faut utiliser. Donc, c'est la même chose en phytothérapie. Et en phytothérapie, après, il y a aussi l'aromathérapie. Et l'aromathérapie, suivant les thérapeutes, est plus ou moins bien utilisée et facilement. Donc, oui, mais il faut trouver quelqu'un qui sache le faire, ce qui n'est pas forcément facile en France, sachant que les naturopathes et les herboristes sont assez bien formés sur la phytothérapie en général, mais sont mal formés sur la phytothérapie pour le Lyme, parce que le désavantage, c'est toujours pareil, c'est qu'ils ne considèrent que Borrelia et qu'ils ne s'intéressent pas aux plantes qui sont spécifiquement pour Bartonella, Babesia et Rickettsia, qui sont extrêmement présentes. Et donc, c'est toujours pareil. Si on ne traite qu'un pathogène, eh bien, les autres sont toujours là. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, eux, ils continuent leur bout de chemin. Voilà, donc tu peux nous écrire en référence, si tu veux, de l'association, le service qui aide à trouver un médecin ou un thérapeute en France pour une prise en charge. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Julie, vas-y du coup. Moi, j'ai pas grand-chose à raconter parce que j'ai déjà testé un peu la phytothérapie avec médecin et un peu par moi-même, ce que je ne recommande pas, évidemment, mais je m'étais bien renseignée. En fait, à la fin de mes antibiothérapies, fin 2019, après, je suis restée pendant 6 mois sous phytothérapie. Après, j'avais certainement pas un protocole parfait parce que je n'étais pas encadrée, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et justement, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec une naturopathe parce que je pense de plus en plus à me tourner vers ça. Peut-être pas non plus arrêter complètement les antibiotiques pour le moment parce que là, vraiment, c'est cata. Donc, je pense un peu à coupler les deux. Et effectivement, je trouve ça très compliqué de trouver quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour la maladie de Lyme. En fait, j'ai l'impression que quasiment tous les naturopathes dont j'ai entendu parler qui traitent concrètement la maladie de Lyme l'ont eu en fait eux-mêmes. Donc du coup, sont aptes à créer des protocoles qu'ils ont certainement testés avant sur eux.
D'accord. Mais merci de ton retour en tout cas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore d'autres réactions, des questions dans les 3 minutes qui nous restent? En tout cas, je vois dans les commentaires hein, que les participants vous remercient pour vos témoignages, Nathalie et Julie. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vais en profiter. Comme Lee intervient sur l'analyse du microbiote intestinal, effectivement, c'est très important de prendre en charge le système digestif. Pourquoi? Parce que c'est le système digestif qui fabrique plus de 50% du système de défense, du système immunitaire. Donc, si le système digestif ne va pas bien, si on ne digère pas, si on n'arrive pas à assimiler ce que l'on mange, eh ben, le système immunitaire n'est pas fabriqué correctement et donc ça pêche. Donc il y a différentes. Donc il faut arriver à savoir s'il y a du SIBO, de la dysbiose, du Crohn, du syndrome inflammatoire digestif, enfin quel que soit le nom qu'on leur donne, arriver à trouver quelqu'un qui puisse aider sur la stabilité du système digestif pour que on digère mieux, pour qu'on assimile ce que l'on mange et pour que du coup aussi on ait une alimentation qui soit de bonne qualité. Donc, bien sûr, tous les produits industriels avec des stabilisants et des émulsifiants sont absolument horribles pour la candidose, qui est un gros facteur de dégradation de tous les malades de Lyme et des maladies attiques. Et tout ça, c'est un équilibre. Et la première chose, c'est de savoir quels sont les polluants que l'on met dans notre corps pour éviter de donner du travail supplémentaire à celui-ci pour l'aider à mieux fonctionner. L'analyse du microbiote, bah, vous pouvez nous écrire sur les référents. Et puis après, c'est un peu un coup de chance. En fait, il y a pour trouver quelqu'un qui s'y connaît sur sa région. C'est des analyses récentes, hein, c'est rien n'est remboursé par la sécurité sociale puisqu'ils considèrent que c'est de la médecine de prévention. Mais en tout cas, c'est l'une des façons d'essayer de trouver des pistes pour se stabiliser. Donc, je voudrais me présenter. Je suis Nathalie, donc d'Eure-et-Loir. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu. J'ai eu un petit choc hier soir, donc c'est un petit peu dur. J'encaisse. Moi, je suis suivie donc par un interniste concernant Lyme. Moi, je l'ai depuis 27 ans. Et en fait, je voulais revenir sur la fibromyalgie. Et je lui ai posé la question parce qu'au début, on m'a détecté fibromyalgie et il m'a confirmé que la fibromyalgie existait. Je voulais quand même le signaler. Donc, c'est vrai que les symptômes se ressemblent quand même étrangement. Et comment expliquer? Et moi, j'ai un gros problème au niveau de mon intestin. J'ai subi donc une intervention de Malone parce que j'ai un ventre d'une femme enceinte. Je n'évacue plus du tout. Et hier, malheureusement, l'intervention n'a pas fait son effet. Et il me repropose du Mestinon que j'ai déjà eu il y a des années. En attendant, en fait, comment dire? Ah, j'ai du mal à trouver mon mot, excusez-moi. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. En fait, il me reparle d'une autre intervention chirurgicale à ce niveau-là. Donc, le Lyme, je sais qu'il va dans les intestins et je voulais savoir si ça vous est arrivé à vous d'avoir un ventre pas énorme, quoi. Enfin, c'est un ventre de femme enceinte, quoi. Alors, personnellement, L'endométriose participe aussi. voilà, Mais je c'est ce n'ai que pas j'allais dire. d'endométriose. Je n'ai pas d'endométriose. Enfin, moi, je vais avoir 56 ans, donc à ma connaissance, je n'en ai pas. Je ne vais pas vous faire voir mon ventre là quand même, parce que j'ai une copine qui est dans le groupe là. On est sur un groupe, nous, de fibromyalgie, on s'entend très bien. Donc, on accepte, on parle de la maladie de Lyme aussi, hein, des nerfs dans l'os. En fait, ça se rejoint, hein, et moi, je lui ai posé la question à mon interniste, parce que je suis suivie par l'interniste, je ne veux pas citer le nom, voilà, qui est très, très bien. Et en fait, je lui ai reposé la question. Il m'a dit oui, fibromyalgie plus Lyme et co-infection. En fait, j'ai toute la panoplie. J'ai fait justement de la biorésonance. J'ai eu le schéma complet. Elle m'a fait une séance d'1 heure et demie.
C'est catastrophique. Tout est ressorti, mais bon, je m'y attendais, donc j'accuse le coup, puis on va pas se laisser démolir par les maladies, hein. On va aller de l'avant. Et en fait, le seul souci, c'est que, oui, biorésonance, oui. Et quand on l'a depuis 27 ans, il faudra en faire. Moi, j'ai des amis qui en font sur une année. Ouais, il y a des retours corrects, mais il faut avoir les moyens, quoi. On en revient toujours au même point, c'est qu'il faut avoir les moyens pour se faire soigner. Donc, aller aux États-Unis, oui, je comprends Julie, j'ai entendu des témoignages, je connais des gens qui ont été aux États-Unis. 15 000 euros pour 3 semaines, je suis désolée. Moi, je les ai pas les 15 000 euros. Donc, c'est quand même malheureux qu'en France, je vais vous faire sourire. Je vais faire l'apnée du sommeil. Enfin, sourire, c'est un bien grand mot, hein. J'ai ravalé ce que j'avais parce que j'ai envie de l'exploser. Donc, une pneumologue qui me dit qui est-ce qui vous adresse. Je dis c'est mon docteur Lyme qui m'adresse vers vous pour une apnée du sommeil. Oh, la maladie de Lyme, mais madame, en 3 semaines, vous êtes guérie. Et j'ai regardé, j'ai dit, si vous le dites, si on va changer de sujet. Vous voyez, on entend encore ça, en 3 semaines, on est guéri. Donc, alors que dans son bureau, il y avait une affiche sur la maladie de Lyme qu'il fallait s'inspecter, que si on ne s'inspectait pas, ça pouvait dériver sur des grosses douleurs. Enfin, je me suis dit, waouh, j'avais envie d'arracher l'affiche, lui rentrer dans l'art, quoi. Mais je me suis retenue. Voilà, Merci je vous Nathalie remercie de pour m'avoir ton écouté. partage. Merci. Parce que je pense que ça peut parler à d'autres participants, d'autres personnes malades. Oui. Je vois qu'il est l'heure, il est 19h03. On va devoir s'arrêter là et je voulais remercier très chaleureusement Julie et Nathalie pour leur partage, leur témoignage, leur temps. À vous aussi d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et réagi. Le webinaire a été enregistré, donc pourra être mis en ligne et vous pouvez le retrouver intégralement si vous souhaitez le réécouter ou si vous n'étiez pas là au début. Merci à toutes et voilà, je vous souhaite une bonne soirée.